chers amis, chers camarades, au nom de la Voie démocratique, j'honore ici la présence du secrétariat national qui supervise cette activité pour le Cercle des relations internationales. On va commencer notre soirée hommage à notre défunt, notre cher et regretté Abdi Moumen Chebari. C'est un témoignage et une continuité de ce qu'il était, des valeurs qu'il a toujours défendues. Et nous sommes ici tous réunis pour continuer ce témoignage, ce débat, cet échange, que je vous expose le déroulement. Et il y aura un débat, échange dont Hassan Zorouri, journaliste du journal L'Humanité, qui va être le modérateur du débat. Et une phase après, on passera à la fin du débat une phase de témoignage et on passera après à l'autre partie de la soirée. Et évidemment, cette soirée, nous la dédions fortement à Abdi Moumen et à travers Abdi Moumen à tous les martyrs, à tous les militants, à tous ceux qu'on a perdus dans le combat, dans la lutte pour un pays démocratique, pour un changement réel dans notre pays. Et à tout le travail internationaliste qu'il a accompli, parce que c'est Abdi Moumen qui a mis en place et qui a bien structuré ce travail internationaliste, qu'il a mené jusqu'au bout, dont les résultats très forts étaient bien visibles, aussi bien pour les ennemis que pour les amis, au 3e congrès de notre mouvement. Donc sans trop tarder, je passe la parole à Hassan Zorouri pour la suite du programme. On va commencer tout de suite le débat qui portera sur les mouvements sociaux au pouvoir. Et là, je donnerai dans l'ordre la parole à l'universitaire et ambassadeur de Bolivie, qui est à ma gauche. Je vais lui demander de parler de l'expérience bolivienne, de dire un peu... nous donner un peu un aperçu de ce qui se passe en Bolivie, des perspectives. Ensuite, la parole sera donnée à Gilles Garnier, membre exécutif du Parti de la gauche européenne, et à notre ami du Front Populaire, Adel Tabet du Front Populaire, notre parti des travailleurs tunisiens, coordinateur du Front Populaire pour l'Île-de-France. Et en dernier lieu, Saïd, qui nous parlera de la situation au Maroc, des perspectives qui se dessinent en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors la parole est tout de suite à... Oui. Vous pouvez, non, on préfère, si vous voulez, dans cette première partie, au moins introduire chacun de son côté, ensuite donner la parole à la salle, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Merci Hassan. Chers amis, chers camarades, d'abord, avant de commencer, permettez-moi d'avoir une pensée pour mon ami, mon camarade Abdi Moumen Chebari, dont je salue ici la présence de sa mère Mouhada et son frère Mustafa. Je souhaiterais aussi saluer la lutte héroïque du peuple marocain et aussi, surtout, des détenus politiques marocains auxquels il faut continuer à se battre pour exiger leur libération. Pour le sujet que nous traitons, je voudrais revenir un petit moment sur le contexte de ces mouvements sociaux, puisqu'ils ont toujours existé. Et si je prends que la dernière période, celle qui part de 2007-2008, où il y a cette bulle financière, et son éclatement a bien démontré le pouvoir de la finance internationale et sa mainmise et même sa tutelle sur beaucoup d'États, dont ça a démontré les outils de travail, les outils d'application des programmes d'ajustement structurel dans le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, j'ajouterai la Banque européenne
Et aussi, ce qui était nouveau, c'est les agences de notation qui commencent à coter le niveau de la finance. Et le niveau et donner aussi l'éclairage de quel type de programme structurel il faut exécuter. Naturellement, dans des pays, des États capitalistes dépendants dans le nôtre, il faut appliquer avec zèle ces applications, y compris la manipulation, la récupération, la répression. Et on a vu toute une vague de mesures antipopulaires, d'austérité, de coupes budgétaires, des mesures de remise en cause de législation de travail, de remise en cause de la retraite et d'augmentation des prix, allant toujours dans cette logique. Malgré l'échec au niveau européen, au Maroc, ça continue de s'exécuter, c'est-à-dire libérer les marchés, libéraliser les prix. Ça ne peut que redonner du dynamique économique. Or, on a bien vu que la libéralisation du marché, l'augmentation des prix, ne peut que donner un comportement spéculatif aux agents économiques et ne peut que développer cette bulle financière dont on parle et qui ne fait que un dysfonctionnement, une inadaptation entre le monde des finances et l'économie réelle. Voilà un des constats qu'on peut ajouter comme contexte de lutte qui a permis à ces peuples de lutter. Naturellement, le peuple marocain a eu son lot qu'on souhaitait lui inculquer, lui faire payer cette crise. Et donc il y a la suppression de la caisse de compensation, du moins une tentative qui est partie presque à 60%. Il y a une augmentation vertigineuse, ce n'est plus par année, maintenant c'est par trimestre. À chaque fois on a des coûts, des augmentations de prix qui se font et une remise en cause totale du droit de grève, de toute législation de travail, bien sûr tout ça avec une répression, avec intimidation et récupération des directions syndicales qui font un syndicalisme de collaboration de classe. Et tout ça, ça laisse le peuple face à une batterie d'attaques dont malheureusement la dispersion de la gauche marocaine et de tous les partis politiques qui peuvent soutenir ces mouvements, ce qui a rendu la parole à ce peuple dans ces mouvements sociaux dont on parle aujourd'hui. Dans son apparence, le mouvement social s'analyse comme le fait de reprendre sa propre voix, refuser désormais de la déléguer à un porte-parole, ce qui ressortait chez Sandra Laugier dans les mouvements sociaux en démocratie. C'est d'autant plus vrai qu'il y a ces conditions humiliantes qui permettent au peuple de s'organiser et de continuer la lutte. Pour ce qui concerne le peuple marocain, donc le mouvement social ne s'est jamais arrêté et je voudrais faire une classification de ces luttes sociales en trois catégories. Ce qui concerne les soulèvements populaires pour des raisons socio-économiques et qui concerne, on est passé par beaucoup de soulèvements populaires, à commencer par le 23 mars 65 à Casablanca, suite à un décret qui voulait refuser aux élèves âgés de l'accès à l'enseignement. En 81, justement, c'est pour appliquer ces programmes d'ajustement structurel et qui a donné cette lutte à Casablanca avec un lot de martyrs et d'emprisonnement. 84 aussi, c'était un peu tout le nord du Maroc, pour une première fois, on montrait de doigt l'organisation Hilal Amam qui était derrière ces soulèvements populaires. En 90, c'était à Fès, suite à un appel des organisations syndicales pour une grève générale contre justement la cherté de vie. L'autre catégorie de soulèvements et de manifestations populaires, ce qui concernait les exclusions, à commencer par le soulèvement du Rif en 59 qui est une double exclusion. C'est une exclusion de toute une région du Nord marginalisée et c'est une exclusion de toute une composante de l'identité marocaine qui est la composante amazigh. Et aussi il y a cette haine du pouvoir marocain
contre cette région qui a donné naissance et qui a un grand martyr du Marocain, Abdelkrim Khattabi. Pour les exclusions, je rappellerai aussi les soulèvements de Safo en 2007, en 2008 celui de Sidi Ifni. Pour les mouvements sociaux, le mouvement Amazir, je l'ai classifié aussi dans ces mouvements sociaux, dans la logique d'une démocratisation qui est un peu, c'est vrai, latente, mais qui arrive au niveau du mouvement Amazir, parce qu'au départ, il y avait une grande récupération du pouvoir marocain de toute la partie Amazir à partir du mouvement populaire et d'autres mouvements qui étaient plus collaborateurs des notables Amazirs qui ont pris la parole. Aujourd'hui, on est face aussi à un mouvement démocratique Amazir et qui donne de l'élan et qui s'ajoute à ce que je viens de dire par rapport aux mouvements socio-économiques. Et il y a l'association des diplômés chômeurs, une association non reconnue et qui donne beaucoup pour le droit au travail. Et déjà, on peut compter aujourd'hui 3 martyrs, dont Hamzaoui Mustafa, Attaï Najia, Hassani Kamal. Elle continue par toutes les formes de lutte, légales ou illégales, rassemblements, manifestations, occupation de lieux, pour attirer l'attention uniquement sur ce problème de travail. Bien sûr, il y a d'autres mouvements sociaux qui sont dans les villes, les campagnes assez éloignées, marginalisées, pour des problèmes de despotisme d'un agent d'État, pour des problèmes d'eau, pour des problèmes de spoliation de terre, pour des problèmes d'utilisation de richesses comme à Émider, et puis la population ne reçoit rien du tout, il n'y a pas de retour pour la population. Donc il y a tout ce mouvement qui... Et il y a aussi le mouvement héroïque encore, des femmes, un mouvement des femmes marocaines, un mouvement qui a commencé à se structurer dès 1980 par l'organisation l'Union de l'Action Féminine. Après est apparue l'Association démocratique des femmes marocaines, la Ligue démocratique marocaine des droits des femmes, l'Association marocaine des femmes progressistes et l'Association marocaine des droits des femmes et bien sûr d'autres associations qui réclamaient l'égalité hommes-femmes ou femmes-hommes et critiquaient la Moudouana et dans la logique et l'objectif de lutter pour une Moudouana civile moderne. Et s'attaquaient bien sûr à la polygamie, au droit de répudiation, au mariage des jeunes filles mineures. Et ils ont, dans des expériences des années 80, créé beaucoup de centres d'écoute, mené beaucoup de travail d'alphabétisation, et dans les quartiers aussi des centres d'écoute de victimes des violences conjugales. Donc il y a le mouvement aussi de Forum Vérité et Justice, qui est une sorte de syndicat des victimes des années de plomb, qui revendique les excuses de l'État d'ailleurs sur ce qui s'est passé, toute la vérité, la remise des dépouilles aux martyrs, toute la lumière sur les disparus, la responsabilité sur les atteintes graves aux droits humains à clarifier et le jugement des tortionnaires responsables de ces actes et bien sûr la réparation. Ce programme reste toujours d'actualité. Malgré la création d'une instance équité et réconciliation, le fond n'est pas encore atteint pour mettre fin à ce genre de pratique. Je mettrai aussi dans l'association de droits humains, l'association marocaine de droits humains, créée en 1979, entre autres par des familles d'élite politiques, qui s'attache beaucoup au référentiel universel des droits de l'homme, et c'est beaucoup élevé pour les droits civiques, politiques, puis les droits économiques et sociaux, dans son universalité, et ce qui dérange beaucoup le régime qui a toujours cherché à faire monter une image d'une exception marocaine en termes de traitement des droits humains. Bien sûr, plus tard, d'autres associations vont apparaître. Maintenant, c'est tout un collectif qui est apparu, qui s'est formé de 22 associations de droits humains, dont la présidente vient d'être lauréate du prix des droits de l'homme aux Nations Unies pour l'année dernière.
Et je ne passerai pas cette historique du mouvement social sans parler du mouvement étudiant marocain, qui était assez dépendant du mouvement national dans ses positions politiques. Jusqu'aux années 70, est apparu le Front des étudiants progressistes, et le 15e congrès 1971 a donné une nouvelle lecture des principes de cette organisation, à savoir une organisation de masse, démocratique, progressiste et de masse démocratique, progressiste et autonome ou indépendante, selon... Voilà donc le mouvement aujourd'hui, tout cela a contribué, et ça c'est très important dans la lecture du mouvement social, a contribué tout cela au déclenchement du mouvement du 20 février. Parce qu'on ne peut pas croire que le mouvement du 20 février, il est venu, comme tu en parlais tout à l'heure à juste titre, par une idée de Facebook qui s'est tombée et a pris un déclenchement. Donc tous ces mouvements, tout ce qui a été fait depuis l'histoire, c'est ça a permis à se déclencher le mouvement du 20 février. Ce mouvement il est générationnel, ce n'est pas les jeunes contre les vieux, on a tout vu. On a vu, c'est vrai, les jeunes qui manipulent bien Internet, mais on a vu ces vieux-là. Et je me souviens, Adel, ce vieux qui disait on a vieilli pour voir ce mouvement historique. C'est un vieux qui l'a dit. Donc, comme un jeune qui a dit Ben Ali a pris la fuite, il y avait un vieux qui vivait avec des larmes ce moment-là. Donc, c'est un mouvement qui est multigénérationnel. C'est aussi un mouvement qui a innové dans la revendication. Par rapport à ce qui existait, avec 3-4 slogans qui ont pu réunir des milliers et des milliers de Marocains, chose que les partis politiques ont toujours échoué, et malheureusement ce drame nous poursuit encore. Et c'est un mouvement qui a utilisé presque toutes les technologies permises pour s'exprimer, et de la créativité, la caricature. Il y a beaucoup de choses qui étaient additives à ce mouvement, et bien sûr dans la méthode. Les méthodes qui étaient utilisées, rassemblement, se disperser dans les quartiers, il y avait beaucoup de méthodes qui étaient un peu ajoutées. Ce n'est pas là-dessus que, là, je vais rentrer dans une phase un peu analytique auquel je vous interpelle à ce qu'on puisse réfléchir ensemble. Là où on peut peut-être sentir quelques contradictions, c'est-à-dire que je voudrais... C'est dans les moments du 20 février où il y avait des fois quelques frottements. Est-ce qu'il faut aller à un sitting? Il faut continuer les marches, il faut se retirer. Donc il y avait des moments où on avait vraiment besoin il y avait beaucoup de contradictions qui étaient apparentes là-dessus sur les pics de l'activité. Il y a aussi des fois un frottement sur les slogans. Parce que, vous le savez, il y avait un mouvement islamiste. Des fois, il y avait une guerre pour qu'ils puissent se rallier au mouvement sans qu'il y ait des slogans. Et il y avait aussi cette façon, cette visibilité de ramener le mouvement. Faut-il une monarchie parlementaire où il faut laisser le mouvement aller décider lui-même de sa destinée? C'est là où il y a quelques contradictions qui ont pu un peu empêcher le mouvement de se développer et d'aller plus loin. Et aussi, c'est donc, comme dit le marxisme, il y a un moment qu'on doit trancher, on n'a pas tranché. Donc, dernièrement, je voudrais, pour passer un peu toujours dans cette logique de vous interpeller, la presse marocaine a fait écho d'une étude qui était parue chez Bada'il al-Maghreb, les alternatives du Maroc. Il a étudié un peu le mouvement social marocain. Il a donné quelques chiffres que je voudrais un peu rapidement vous soumettre quelques-uns. Que les contestations populaires, rassemblements, sittings et marches se sont multipliées par 25
par rapport à 2005. Donc dans 8 ans, se sont multipliées les contestations populaires par 25. Les rassemblements sont en moyenne 52 rassemblements en moyenne par jour en 2012 et 3 d'entre qui ont vu marcher plus de 300 000 Marocains. Les 4 premiers mois du mouvement du 20 février comptaient plus de 800 manifestations. Dans l'analyse des catégories, le travail vient largement en tête avec 42% des manifestations. Après, ça vient le logement 7%, la marginalisation 6%, les réformes politiques pour 7%, et les manifestations de solidarité de 4%, etc. Dans la revendication travail, 40% sont du ressort d'appel syndical et 33% sont par l'Association nationale des diplômés chômeurs. Géographiquement, Rabat reste la première ville où se développent beaucoup de manifestations. Après, il y a Casablanca. Après, dans leur classement, il y a Kenitra, Figuig, Oujda, Ayoun, ou Sahara occidental, Bessaïma, Bekan, Jdila. Donc, Rabat, c'est la première ville. C'est aussi parce que c'est la capitale, et c'est la capitale administrative, et c'est là où il y a le Parlement. Et je suppose que ça peut être que... Donc après, de ces chiffres-là, on peut déduire comme enseignement que le mouvement de contestation, il ramène beaucoup plus d'acquis et en peu de temps par rapport au travail institutionnel, c'est-à-dire le travail de Parlement. Les parlementaires, ils ont toujours, il y avait la Koutla, il y avait toute une histoire de contrat avec le palais, des arrangements, et n'ont pas pu arracher ce qu'a pu arracher le mouvement social en peu de temps et rapidement. Ça, c'est une première constatation qui nous rassure, nous, dans la voie démocratique, que la lutte de masse est la lutte la plus efficace, la plus proche du peuple, que la lutte institutionnelle, à partir du moment que le pouvoir, il a bouclé le champ politique. La deuxième chose, c'est que lorsqu'une étude comme celle-là, et on ne peut pas accuser Kamal Habib d'être quelqu'un qui compose avec la voie démocratique. Lorsqu'on donne un résultat, qu'on voit 42% des contestations viennent du travail, cela au moins nous laisse réfléchir que la lutte principale, elle est toujours autour de la composition mode de production. Elle est toujours autour du champ économique. Ça veut dire que le salut de la société ne peut venir qu'à partir de cette classe exploitée. Il ne peut pas venir par l'intelligentsia ni par une certaine élite. Donc ça nous rassure au moins dans la voie démocratique, croyons à long terme, ce n'est que cette classe qui peut libérer la société. Encore au début, on a vu que l'impérialisme, le capitalisme est arrivé à une faillite. On voit aujourd'hui une certitude qui est que l'outil organisationnel est encore à travailler, mais aux côtés des exploités. Par rapport aux problématiques et aux perspectives, donc nous connaissons bien sûr les manœuvres du pouvoir, hein, c'est récupération, répression, mais après tout, on peut dire que ce pouvoir ne fait que son travail. Il faut quand même qu'on s'interroge sur le nôtre. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans... Alors, je voudrais citer une citation de Majdi Majid. Nous pensons que ceci ne pourrait pas s'expliquer seulement par la répression et la domination des notables ruraux. Nous croyons que le discours des forces politiques, aussi bien réformistes que radicales et révolutionnaires, n'arrive pas à pénétrer les masses paysannes du fait de son caractère économiste et abstrait. Donc, les luttes dont c'est Majdi Majid dans son livre, les luttes de classe au Maroc. Donc la politique n'est pas seulement une question de rapport de force, c'est aussi aujourd'hui qu'il y a un recul, il faut le dire, dans cette lutte de classe où il y avait une offensive à travers le mouvement du 20 février, il y a un recul où il faut très bien préparer, chose que pour nous, il y a bien à interroger aussi bien les expériences par du latino-américain, et là je ne vais pas citer un Marocain,
Je voudrais citer Álvaro García Linera, qui est le vice-président bolivien. La politique n'est pas seulement une question de rapport de force, de capacité de mobilisation, même si elle le sera le moment venu. Elle est fondamentalement persuasion, articulation, sens commun, croyance, vision partagée, jugement et préjugés partagés quant à l'ordre du monde. Et là, la gauche ne doit pas seulement se satisfaire de l'unité des organisations de gauche, elle a besoin de se développer dans les syndicats qui sont le socle de la classe ouvrière et sa forme organique. Donc, c'était sa déclaration au 4e congrès du parti de la gauche européenne à Madrid au mois de décembre. Donc, il s'agit pour nous, Marocains, de reformuler le discours. Parce que tout discours qui ne met pas dans son fond l'égalité homme-femme, qui ne met pas dans son fond un rapprochement des classes sociales populaires, c'est ce que nous revendiquons toujours, un front des classes sociales populaires, qui ne remet pas en cause, il m'a perturbé, Jamel. Donc, tout processus qui ne met pas au fond de lui-même l'autodétermination du peuple marocain, je pense que c'est un discours qui est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une expérience, on revient toujours à ce mouvement du 20 février, qui a tenté dans les quartiers populaires, et ça c'est une innovation. Les manifestations sont parties de la grande place à des quartiers populaires pour essayer d'intéresser le peuple. Il a essayé d'écrire des tracts en langue amazigh. Il a essayé d'écrire des tracts en dialecte marocain pour essayer de pénétrer, d'essayer d'écouter et de fusionner avec le peuple. Notre première obligation, nous, militants de la gauche, c'est essayer de penser les comités de lutte dans les quartiers populaires. On ne peut pas échapper à cette forme d'organisation. Nous sommes loin de fusionner avec les quartiers populaires. À partir de là, il faut réfléchir à une meilleure régionalisation démocratique qui respecte les régions dans leurs spécificités culturelles, dans leurs acquis économiques et qui contribue à cette qu'on appelait cette direction nationale. Parce que sans ça, si on suit uniquement ce que fait le pouvoir et on essaie toujours de s'atteler à ces attaques, nous sommes toujours dans la défensive. Un parti politique comme le nôtre va aussi faire la projection. Dans 2 ans, il y aura des élections au Maroc. Ces élections, pour le pouvoir, c'est une occasion de renouveler ses structures. C'est une occasion aussi de renouveler une élite. C'est une occasion aussi pour lui de redorer son blason d'un pouvoir démocratique auprès de l'étranger. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de dénoncer la corruption de ces notables, parce que c'est une manière aussi de s'asseoir encore plus son pouvoir. S'il n'y a pas un travail commun de toute la gauche, de boycotter les élections, s'ils se présentent dans l'état actuel, parce que l'état actuel, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, c'est elle qui choisit les listes et c'est elle qui annonce les résultats. Ce qui me fait toujours à croire, et à juste titre, c'est que les élections sont faites d'avance. C'est selon ce qui intéresse le régime. Il peut monter un islamiste barzanien comme il peut monter un socialiste historique. Et tout, ça reste toujours pour faire le même jeu et pour faire travailler qui sont aujourd'hui, malheureusement, que des fonctionnaires du palais, ni plus ni moins. Donc quand je dis l'autodétermination tout à l'heure du peuple marocain, l'autodétermination, elle est politique aussi, et aussi pour les richesses du pays. Aujourd'hui, nous avons une seule oligarchie, dont l'institution royale est le fond, le cœur de cette oligarchie, et qui a tous les pouvoirs politiques contre ses mains, et le roi est le premier patron du pays, économiquement parlant. Donc cette situation, elle est inacceptable. Donc la gauche marocaine, tous les démocrates marocains doivent se servir de situation désastreuse pour essayer au moins de dégager un programme de travail pour faire échouer toutes les tentatives du pouvoir. Donc ces enseignements du moment du 20 février, on les a traités. Donc je ne vais pas, je pense que j'ai trop
pris la parole. Mais j'attends vos questions pour en plus, il y a plein de choses qu'on souhaiterait partager sur ces réflexions des mouvements sociaux au Maroc, car c'est un sujet qui nous interpelle, mais il n'y a pas beaucoup de travail là-dessus. Et il n'y a que des réflexions et dans l'action, bien sûr, qu'on peut aboutir à un résultat satisfaisant. Et merci.